Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre rendez-vous de midi. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 octobre. Nous avons, comme chaque jour, quelques annonces à vous faire avant de passer à vos questions. Et j'appelle tout de suite Stéphane, qui est en ligne pour une annonce sur les vaccins. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? On t'entend, très bien, vas-y. C'est très bien, bonjour Eric. Aujourd'hui, la commissaire Kyriakides a signé un troisième contrat avec une société pharmaceutique, Johnson Johnson. Ce contrat permettra aux États membres d'acheter des vaccins pour couvrir jusqu'à 400 millions de personnes. Le vaccin est déjà en phase 3 d'essais cliniques et c'est un contrat qui s'ajoute au contrat déjà signé avec AstraZeneca et avec Sanofi GSK. Ce contrat s'ajoute également aux entretiens exploratoires fructueux avec CureVac, BioNTech, Pfizer et Moderna. Nous continuons à finaliser nos accords avec d'autres sociétés et nous restons déterminés à acquérir un portefeuille large et diversifié de candidats pour un vaccin. Vous allez, comme d'habitude, trouver plus d'informations sur notre site. Merci, au revoir. Merci beaucoup Stéphane. Je passe maintenant la parole à Johannes pour une annonce sur les supercalculateurs. Merci, Eric. Yes, indeed, today we have good news about European next generation supercomputers. The European High Performance Computing Joint Undertaking co-signed a contract worth almost 145 million euros to acquire the LUMI supercomputer that will be located in Finland. This latest addition to our supercomputer family and follows our earlier announcements of supercomputers in Czechia, Italy, Luxembourg, and Slovenia. And more are planned by the end of the year in Bulgaria, Spain, and Portugal. These investments in world-class supercomputing are part of our digital decade agenda to strengthen Europe's digital sovereignty. The supercomputers will be accessible to all European researchers, industry, and businesses. In fact, the positive effects can already be seen in various areas, such as in the fight against major diseases such as coronavirus, but also cancer, and in supporting the green transition. We have more information for you available in the daily news. Thank you very much, Johannes. You're very far away from me today. This is because we will have, as you know, at 1 a press conference with Commissioner Hahn, followed by a technical briefing on the issuance of bonds for the SURE program. With that, we have come to the end of our announcements, and I'm happy to start taking your questions. And I start with David Carretta. David, tu as la parole. Bonjour. Oui, bonjour Eric et merci pour la parole. Si je peux, je voudrais revenir sur l'isolement de la présidente Ursula von der Leyen. Tout d'abord, une question, disons, technique. Tu nous as expliqué hier que c'était un auto-isolement préventif. Donc, si j'ai bien compris, et si tu peux me confirmer cela, la présidente, au terme des règles belges, n'était pas ni un contact à haut risque, ni un contact à faible risque. Deuxième question, toujours technique, quelles règles elle va respecter, vu que l'isolement pour les contacts à faible risque prévu par la Belgique, c'est 14 jours, mais elle se trouve en Allemagne. Et aujourd'hui, en plus, les règles belges changent. Une question plus politique. Quel est le message qu'elle envoie aux citoyens ordinaires avec ce qui s'est passé? L'Irlande est à nouveau en lockdown. En Belgique, il n'y a pas de tests suffisants et les personnes de contact hautes au faible risque ne pourront plus être testées, devront rester en isolement pendant 10 jours. Par contre, la présidente a annoncé son auto-isolement, elle a pris la voiture de service, elle est allée à 500 km dans sa maison en Allemagne, elle se fait tester, elle a les résultats en 24 heures. Donc, quel est le message? Est-ce que chacun peut faire ce qu'il pense c'est mieux sans suivre à la lettre les recommandations des autorités publiques? Merci David pour ces questions.
La première chose à dire, donc, c'est que je te confirme que la situation était qu'une personne de son secrétariat, comme on dit en français et en anglais, front office, avait été testée positive et que les résultats nous sont arrivés alors même que débutait le Conseil européen. Les résultats nous sont aussi parvenus peu de temps après que la présidente était négative, mais le protocole dans ces cas-là veut que on contacte la personne concernée et qu'on établit avec elle les personnes avec qui elle a été en contact. Et sur base de cela, il a été constaté qu'effectivement, la présidente n'avait pas été dans la situation qui, d'après les standards, correspondait à une personne de contact. Donc ça, je peux te le confirmer, mais il faut bien se remettre dans le contexte. La présidente venait d'arriver au Conseil européen. Elle était donc là réunie avec le président du Conseil européen, Charles Michel, les leaders des différents États membres. Et même si elle n'était pas considérée comme personne de contact au sens strict, ce qui de toute façon devait encore être établi formellement et qui n'a été que par la suite, il était clair que cette personne de son secrétariat avait touché les mêmes objets qu'elle, sa tasse de thé, des papiers, etc., etc. Et donc, il a été décidé de ne prendre aucun risque pour ne pas risquer d'infecter, s'il y avait le moindre risque, quelqu'un dans son entourage pendant ces journées. Voilà, c'est une décision, comme on dit en anglais, judgment call, qu'il faut faire sur place très rapidement et qui a été fait sur cette base-là. Et effectivement, la présidente, je ne pouvais pas le dire hier, mais s'est rendue en Allemagne, ce qu'elle avait prévu de faire de toute manière. Elle n'était pas personne de contact, donc elle pouvait partir en Allemagne. Quelle règle elle a suivi? Comme je te dis, nous avons suivi les protocoles qui sont en place à la Commission européenne et qui sont en ligne avec ce que disent les autorités belges en ce qui concerne la détermination des personnes de contact. Quant au message que la présidente passe, la première chose que je voudrais dire, c'est que tu juges la situation par rapport aux règles de maintenant, mais pas par rapport à celles de jeudi dernier. Et deuxièmement, c'est un message de prudence. C'est un message de prudence que la présidente adresse aux citoyens en disant: si vous avez l'impression qu'il y a un risque, isolez-vous. Et c'est ce qu'elle a fait. Je peux avoir un follow-up? Bien sûr. Ma question était un peu différente, donc je vais revenir sur la question. La question est: quelles règles elle va suivre pour son isolement, vu que jeudi passé, les règles prévoyaient 7 jours pour les contacts à haut risque avec test, 14 jours pour les contacts à faible risque. Aujourd'hui, on est à 10 jours et je crois qu'il y a d'autres règles en Allemagne que je ne connais pas parce que je ne connais pas par cœur toutes les règles en Europe. La deuxième question, vu qu'elle n'est pas une personne de contact formellement, pourquoi elle n'est pas retournée à Bruxelles? Pourquoi elle n'a pas participé ce matin au débat sur le Conseil européen, même s'il n'était pas là? Je veux dire, si l'obligation d'isolement ne prévaut pas, je me demande alors pourquoi elle reste encore en isolement en ce moment ou ce matin. Je ne sais pas si, vu qu'elle a été testée négative, si elle va changer d'avis. Mais donc, qu'est-ce qu'elle va faire et pourquoi il y a toutes ces contradictions dans le comportement? Merci. Merci. Les règles qu'elle va suivre, ce sont des règles de prudence. Les règles qu'elle a suivies étaient des règles de prudence. Effectivement, elle n'est pas personne de contact, donc formellement parlant, elle a décidé de
de s'isoler par prudence par rapport notamment aux personnes avec lesquelles elle allait être en contact pendant le Conseil européen. Mais formellement, elle n'avait pas besoin de se mettre en isolement selon les règles applicables. Et effectivement, elle a attendu le résultat de son deuxième test, qui est tombé tard hier soir, que nous avons annoncé donc tôt ce matin. Et ce que je peux te dire, c'est que nous attendons son arrivée à Bruxelles de manière imminente. Et effectivement, elle a continué à participer à des réunions. Tu sais qu'elle a présidé le collège, elle a présidé des réunions des commissaires en charge de la coordination de notre réponse à la crise du coronavirus. Voilà, y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Je vois 4 mains levées. I see a number of hands raised. Please only keep your hand raised if it is on this issue. Odile had the second hand raised. So I will only give you the floor if it is on this issue. If not, I go to Odile. Tanya, a question on this. No longer hand raised. Athanasios. Yes, sorry, Tanya, go ahead. Si. Oui, non, vous m'entendez là? Absolument. Ok, donc c'est aussi en rapport avec son auto-isolement. Elle devait normalement, donc la présidente, demain avoir une vidéoconférence avec le Premier ministre macédonien, M. Zaev, qui a été annulée. Et alors, tu as dit hier qu'elle continuait toutes ses activités comme prévu. J'aurais voulu savoir pourquoi est-ce que sa rencontre virtuelle avec Zaev a été annulée, puisqu'il rencontre tous les autres interlocuteurs, M. Michel, etc. Merci. Non, je n'ai pas dit qu'elle avait mené toutes les activités. Nous ne sommes pas, elle ne s'est pas rendue à Rome, par exemple, où elle avait prévu d'aller. Certaines des réunions ont été maintenues, d'autres n'ont pas été maintenues. Celles qui pouvaient être organisées en interne dans les premiers jours l'ont été. Maintenant, elle attendait le résultat du test. Je n'ai pas d'autres informations sur cette réunion à te donner. Follow-up, Tania. Oui, un follow-up. Donc, normalement, cette réunion devait être virtuelle demain, puisqu'elle était en auto-isolement. Pourquoi est-ce que ça a été annulé? Est-ce que je peux avoir une explication quelconque? Merci. Excuse-moi, mais à ma connaissance, nous n'avons jamais confirmé la tenue de cette réunion, comme nous le faisons d'habitude, et donc je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. Athanasios. Thank you. I have an operational consideration that was also part of David's question in the beginning. He mentioned, and that's a fact, that Belgium has suspended testing for all those who don't have symptoms, and all those who don't have symptoms will be treated in, let's say, with less sense of urgency, which means that practically their tests, if ever happen, they will be, the results will be communicated to them after 4 or 5 days. Now, as we all know, Greece has a travel requirement for Belgium that every passenger who tries to board a plane needs to produce a valid 72-hour negative COVID-19 test, which means that now practically nobody can travel from Belgium to Greece. This is an effective travel ban. That's an effective boarding on a ban. Me, myself, I traveled to Greece, test this thing. I had a valid 72-hour test. I managed to arrive in Thessaloniki, but I've seen others who were refused boarding because of their tests. The hours didn't count, and other stuff. Right now, it will be practically that nobody boards the plane if this happens in Belgium and Greece maintains the requirement. How can that be possible? Is it in line with everything that was agreed at the council and that you have recommended? Was it an evolution that you were expecting? And what can you do about it right now? Thanks.
I'm sorry, Athanasios, I'm not sure that I understand the gist of your question. Are you asking about what is the evolution on the testing situation and what we can do about that? No. Sorry, the explanation was quite long, so I may have been sidetracked. Yeah, you missed it. Don't worry. Long day. Look, What's your Greece question requires precisely? a 72-hour test Yes. to let you board the plane Okay. from Belgium and arrive in Athens or Thessaloniki or whenever. You cannot have a 72-hour test in Belgium anymore if you don't have symptoms, because there is no urgent Yes. testing. That's a directive towards the laboratories for your results if you don't have COVID symptoms or symptoms that are similar to COVID. So effectively, you have a travel ban, a total travel ban. So my question was, how is that possible to have such a travel ban? What are you going to do about it? Okay. Very good. Thank you very much. So it is indeed related to travel bans and vaccines. I will first give the floor to Stéphane and then to Christian. Hi, Athanasios. Thank you very much. First, the requirement to have a test before you enter the flight is not addressed in the recommendation to the Council. What the recommendation states is that member states may request testing before arrival. Now, we urge airlines to clearly inform passengers well ahead before departure about all the required documentation and steps that have to be taken needed to board the flight. At the same time, passengers should stay informed about the latest developments regarding rules to travel safety. And our proposed travel map provides for this need of clarity. Now, preliminary work is being carried out to develop a testing protocol in the EU. EASA and ECDC are working on testing protocols for aviation and for flights. The Health Security Committee also is aware of the fact there is different approaches in terms of testing and agreed on a recommendation for a common EU testing approach for the upcoming months. So there is indeed these different approaches. Health Security is aware of this. EASA and ECDC are working on a protocol to reach more of a common testing approach also in the area of aviation. Thank you. Thank you very much, Stéphane. And this answers the question, I believe. So we stay on this issue. I still see some hands raised, so I give the floor to Francesco. Francesco. Hi, good morning. Just to go back to the President's self-isolation and just to understand, to have more clarity on how we define a close contact. So, did she spend some minutes in the same room with the person that then tested positive or not? Did she touch the same objects the person that tested positive touched or not? Can you clarify these points? Thanks. No, this is not the definition of what a close contact is. The definition is that you need to be a specific amount of time, over a specific amount of time, 15 minutes, less than 1.5 meters away from the person without a mask, which was absolutely not the case. But indeed, this is, you say they touch the same objects. Well, this is somebody who works in her front office, so papers are transmitted from one to the other, cups of tea are exchanged, etc., etc. So indeed, there remains always, when you are in the same environment, possible minimal risks that do not correspond to the definition of a contact, but that it was considered were of a nature to justify that you would leave the European Council and go into precautionary self-isolation. So, sorry, just to clarify, so she didn't spend 15 minutes exactly. in the same room at that distance with that person. She didn't. Yeah. Exactly. Okay. That's this is clear. what It wasn't clear before. This is what I was saying yesterday that I repeat today. You know, you can make a judgment call as to whether you should go into self-isolation or not as a precautionary measure. But in the formal sense of the term, no, she was not
a close contact. And sorry, just the last thing, but did she contact her doctor? I mean, she's a physician herself, but my understanding of Belgian rules is that if you touch the same objects, you then need, and you don't take appropriate measures immediately afterwards, you should contact your physician and check whether you should go into self-isolation or not. Did she contact her physician, if she has one, or maybe she's the physician for herself? I don't know. Thanks. She is indeed a doctor, a medical doctor herself, but we have a medical service in the Commission, and of course they were immediately contacted to deal and assess the situation. Hans, also on this issue? Hans, go ahead. Sorry. So now you hear me, I guess. A follow-up on this as well. I understand just about the staff rules that normally Commission staff should not do teleworking from other countries and go to other countries to do teleworking there. Just if I understand that correctly, and if there are any derogations for senior officials like the president herself, that would allow her actually to go to Germany and do teleworking there, just to be clear on whether the rules there. And I would also like to follow up just on my colleague Anastasios on the answer you gave on Greece. I think it's not really satisfying to say that EASA and other health agencies are working on that. I would, because if there is really a travel ban by this unfortunate miscoordination, I mean, countries, what is required for a test and what other countries like Belgium are providing in terms of testing capacity, I mean, this is seriously affecting citizens who want to travel and who have a serious problem there. So I was just wondering whether the Commission is not raising this more directly with Greek authorities and Belgian authorities to reach a joint approach there in the interest of the citizen. Thank you. Thank you. I will let Stéphane answer on the second question. On the first, well, she's a commissioner. She's the president of the Commission. The staff rules apply to staff, but that is not to say, obviously, that we do not take these things seriously. And over all these months that we've had the crisis, the coronavirus crisis, when it comes to teleworking, we have been encouraging teleworking, and indeed we have been extremely flexible, as many of my colleagues in this very room can attest to, in terms of where it is done from, as long as there were proper reasons. So the rules are flexible because we all have to adapt to a very fast-moving, evolving environment. On the second question, Stéphane? Yes, thank you very much. Well, first, I don't think I can make any pronouncements on individual cases. Individual cases can be very different. We can talk about different companies, different member states. So it's difficult, if not impossible, to make an assessment of an individual case at this stage. However, what is important is that member states are aware of the fact that there are different approaches and that these different approaches need a better coordination, which is why we use the coordination mechanisms that we have, such as the Health Security Committee, for instance, to discuss these things and to come to common approaches. And it's in order to reach this common approach and to make this common approach operational for everyone, for citizens, for member states, for airline companies, that EASA and ECDC are working out this protocol. As they have done in the past, they've worked out a protocol on the safety rules to be followed in the context of travel. Now they are working on this protocol to have a more common approach to this. And this is being done in coordination with the member states. If I may just very briefly follow up, Eric, so do I understand you correctly? Because my understanding was that there was actually an instruction to staff that they should not do teleworking, that they should not leave Brussels to do teleworking in other countries. So you're saying that there is actually flexibility and this is completely fine for Commission staff? Thank you. No, I'm not saying it's completely fine. I'm sorry, but you're changing my words. That is not at all what I have said. I have said that we have indeed rules about teleworking, and in fact, we have been encouraging staff to telework from home, and we have foreseen possibilities for members of staff to telework from abroad in specific circumstances, which on top of it we have applied with a lot of flexibility, and I can attest that. Myself, being a head of service who has had to
look into this for some of our own staff members. But again, the president is not a member of staff of the European Commission. She is the president of the European Commission. Her work is a completely different nature. She has many more political contacts. She travels, etc., etc. The rules do not apply to her in the way they would to a staffer, and that must be absolutely clear. Okay. Marco, you have a question on this issue as well. Est-ce que tu m'entends? Absolument. Oui, oui, vas-y, Marco. Oui. Ok, je t'entends pas, mais j'espère que vous m'entendez. J'ai encore une question concernant les règles de la Belgique et les règles pour la Commission et notamment pour le collège des commissaires. Vu que la Belgique a décidé de ne plus tester les gens qui n'ont pas des symptômes et que s'ils ont été en contact avec quelqu'un positif, il doit rester en isolement pendant 10 jours, pas pendant 6 jours. Je voudrais juste savoir si les commissaires et la présidente de la commission vont suivre cette règle aussi, parce qu'on a vu qu'il y a eu pas mal de cas, malheureusement, de commissaires qui ont été en contact avec quelqu'un positif. Le dernier était le commissaire Schmidt, qui vient d'annoncer hier. Donc, je veux savoir si les membres du collège des commissaires, vu leur statut spécial, seront testés, même s'ils ne présentent pas des symptômes, ou si, comme les autres citoyens qui vivent dans la Belgique, vont pas être testés et vont donc s'isoler pendant 10 jours. Merci. Merci beaucoup, Marco. Alors, il y a 2 week-ends, je crois, j'avais tweeté un certain nombre de mesures de précaution qui étaient prises au niveau du collège et l'une d'entre elles concernait le collège lui-même et les réunions du collège et portait sur le fait que la présence aux réunions du collège serait réduite, essentiellement aux membres du collège plus quelques autres personnes, avec port du masque, et qu'il était fortement recommandé aux commissaires de se faire tester et d'avoir les résultats avant le résultat du collège. Maintenant, il est clair que la situation évolue constamment et que ces règles peuvent être amenées à perdurer ou à changer en fonction des circonstances et des possibilités. En ce qui concerne ensuite les périodes d'isolement pour les personnes qui correspondent à la définition d'une personne de contact, et à partir du moment où cela s'est passé en Belgique, il ne faut pas oublier, bien entendu, ce sont les pratiques belges que la Commission met en œuvre. Voilà. Athanasios. Since we're talking about the stuff, the European Parliament has set a testing facility outside its premises. Are you planning to do something similar for your staff? Thanks. Well, let me remind you that the Commission has around 35,000 members of staff, so it's not exactly the same situation as the European Parliament. I'm not aware that we have foreseen testing facilities for members of staff, no. I checked with Balázs, but he confirms. Anna, if it's on this, we're still on this. It's me? Yes, but only if it's on this issue, Anna. If it's on No, it's Africa, we will come to you later. Thank you. David, tu as de nouveau une question sur ce sujet. Oui, excuse-moi si je reviens sur la question du message de prudence, parce que ça m'a interpellé et j'ai mis un peu de temps à réfléchir. Mais quand un citoyen normal a un suspect d'être
entrer en contact avec un positif, etc., ou la certitude. Est-ce que c'est prudent de prendre une voiture, de faire 450 km et d'aller dans un autre pays? J'ai plus grand-chose à rajouter par rapport à ce que je t'ai dit, y compris hier lorsque nous avons échangé là-dessus. La présidente n'était pas personne de contact et donc elle a suivi les protocoles qu'il y a, y compris pour ses voyages dans sa voiture officielle, qui existent dans la période actuelle que nous avons. Voilà, si elle avait été personne de contact, bien entendu, la situation aurait été différente et donc les mesures prises auraient été différentes. Voilà, je ne vois pas d'autres questions sur ce sujet et donc je passe la parole à Odile, qui a été d'ailleurs très rapide pour lever la main. Odile, tu as la parole. Ok, bonjour, merci Eric. Vous avez peut-être déjà communiqué sur ce sujet, mais il y a une information. Nous t'avons perdu. Est-ce que tu peux essayer de te reconnecter? Voilà. Ah oui, ça y est, ça marche maintenant? Bon, Absolument. désolé. Oui, je disais que vous avez peut-être déjà communiqué sur ce sujet et il y a parfois des communications qui nous échappent parce que quand même il y a un volume assez important. Mais je voulais demander, il y a plusieurs années a été initiée à la Commission une journée d'accueil et de rencontre rassemblant les représentants des principaux cultes et aussi des principales philosophies. Et je voulais savoir si vous serez représenté cet après-midi à la Sorbonne pour cet hommage à ce professeur qui a été décapité, et ou si vous allez déclarer quelque chose à ce sujet, parce qu'effectivement, ça dépasse bien les événements en France. Et aussi, nous pensons aux musulmans qui n'ont pas, qui se trouvent offensés aussi. C'est un peu comme si vous avez un parent éloigné qui est meurtrier. Vous n'avez rien en commun avec lui, vous n'avez pas de relation avec lui, simplement il se trouve qu'il porte le même nom que vous. Et donc cet aspect-là aussi, qui a été relevé d'ailleurs par plusieurs responsables musulmans en France, cet aspect-là aussi est peut-être important. Et voilà, merci. Merci Odile pour tes questions. Pour commencer avec le dernier point, il est absolument évident pour nous que toute stigmatisation d'un groupe, quel qu'il soit, sur base des agissements d'un individu, est condamnable et ne peut en aucun cas être justifiée, que les choses soient absolument claires. En ce qui concerne la question de l'événement qui a lieu à la Sorbonne cet après-midi et de notre représentation, je n'ai pas de réponse là à te donner. On va vérifier, y compris avec peut-être notre représentation à Paris. Et tu as évoqué aussi la pratique d'avoir des réunions des différents cultes ici à Bruxelles, mais je n'ai pas d'informations sur la prochaine réunion. Je regarde vers Suzanne qui me dit que non. Donc pour l'instant, je ne pense pas qu'en tout cas en réaction à ces événements, il y ait une réunion prévue dans ce format. Y a-t-il... Merci. Odile, follow-up. Oui, d'accord. Merci. Je passe la parole maintenant à Anna. Bonjour tout le monde. J'ai la question concernant le djihad à Mozambique. Well, I suppose it's a question to Nabila, because it has been some time that ambassador of the European Union in Mozambique handed a letter promising help to Mozambique government to defeat the groups, the militants, jihadis who are very active now in Cabo Delgado. So my question is, what help exactly the European Union offered in that letter? Thank you.
Indeed, I call Nabila to the podium. It's too high. Hello, Anna. Indeed, as you know, the EU has been following very closely the ongoing outbreak of armed violence in the northern Mozambique, recognizing the severe humanitarian consequences and the threat of the regional spillover. The government of Mozambique and the EU have opened a policy dialogue with a focus on humanitarian, human rights, development and security issues in Cabo Delgado. We are ready to support the government of Mozambique, and we will discuss the concrete options in the upcoming political and policy dialogues. As you know, the HRVP has spoken about the situation in Mozambique with the foreign affairs at the foreign ministers at the latest FAC, and he spoke about the fact that the minister Macamo had requested some help for the EU for Mozambican, and so the EU is ready to provide this help. So we confirm that the High Representative Vice President has replied to the letter from the Ministry of Foreign Affairs of Mozambique. A reply was actually issued by the EU Ambassador Veronica Macamo on 9 October. However, we will not go into details on the content of this letter correspondence. The EU will encourage and support developing an integrated approach dealing with the armed violence in Cabo Delgado, taking into account the humanitarian, developmental and security aspects, what we call the triple nexus approach, in compliance, of course, with the international human rights and standards of rule of law. So the government of Mozambique and the EU, as I said earlier, has opened a policy dialogue with a focus on the humanitarian development and security issues. These will be opportunities to discuss the concrete options of assistance with the government of Mozambique. Thank you very much, Nabila. So we have opened the foreign relations chapter of the midday. I would ask you to keep your hand raised only if your question relates to foreign affairs for the moment. And I see that Martina has her hand raised. Tommaso, I see you've asked for the floor. We'll come back to you later. Martina. Hi, thanks very much. Yes, and actually this is another Africa-related question. I wondered if the Commission had a comment on what's going on in Nigeria. As I'm sure you know, there's been very large-scale youth protests against police brutality, which last night led to more police brutality. Protesters and eyewitnesses say at least 7 people were killed by police when they opened live fire on them. The authorities in Nigeria say no one was killed, but that seems increasingly like it's not true. Does the Commission have anything to comment on the ongoings in Nigeria, and have they made any contact with the Nigerian authorities about this? Thank you. Thanks, Martina, for your questions. We are actually indeed very alarmed by the reported casualties during the protest in Nigeria. Peaceful protests should not turn violent, and the government initiative to reform is welcome. We're still following the situation, and we will continue to monitor it and see what will come out of Nigeria. Thank you very much. Odile, pour revenir à ta question sur notre participation à la Sorbonne, à l'événement de la Sorbonne, je comprends que les autorités françaises ont, de manière tout à fait justifiée d'ailleurs, pris des mesures sanitaires très strictes en ce qui concerne cet événement, et que donc nous ne serons pas présents lors de cet hommage. Mais bien entendu, nous y serons en pensée. Y a-t-il d'autres questions affaires étrangères pour nous aujourd'hui? Je n'en vois pas, et donc je passe la parole à Tommaso. Tommaso, you have the floor. Oui, bonjour. Merci pour
me donner la parole. C'est seulement une question parce que deux eurodéputés de la Lega, Marco Zanni et Marco Campomenosi, ont présenté une interrogation à la Commission européenne dans laquelle ils disent que les programmes pour la recherche Horizon 2020 auraient financé deux fois l'Institut de virologie de Wuhan en Chine. Je me demande si vous pouvez donner quelques explications à ce sujet parce que c'est le sujet idéal pour alimenter des théories de complot. Merci. Merci Tommaso. Quand tu dis deux députés, tu veux dire deux députés du Parlement européen, je suppose. Donc c'est une question parlementaire adressée par le Parlement européen à la Commission. Comme tu sais, nous répondons aux questions parlementaires selon un processus bien réglé. Et donc, nous ne pouvons pas te donner maintenant la réponse à la question parlementaire. Je regarde Johannes pour voir s'il a des éléments généraux à fournir sur la coopération avec les centres de recherche en Chine. Mais sinon, il faudra attendre la réponse à la question parlementaire, je pense. Oui, en effet, je n'ai pas trop de choses à ajouter, mais effectivement, il y avait si tu veux, des disinformation narratives, sont des narratifs de désinformation qui circulaient à ce sujet, qu'on a mis, on a mis une correction en ligne par Twitter et en thread que je vais bien te transmettre. Effectivement, il y a un institut qui a participé avec beaucoup d'autres dans son projet et qui a reçu une toute petite partie du financement. Et donc là, on parle des centaines ou 100 000 d'euros. Donc, mais je n'ai pas le chiffre exact ici, hein, mais c'est beaucoup moins qui a été dit par certaines sources. Et donc, on a corrigé ça en ligne. Donc, je vais bien te transmettre tous les traits, tous les chiffres, tous les liens. Donc, c'est plus facile et plus efficace que maintenant de m'obliger, moi, de regarder moi-même ici, parce que je n'ai pas les chiffres avec moi. Voilà. Donc, ça, je peux dire ça à ce sujet. Merci, Johannes. Y a-t-il d'autres questions? Tommaso, follow-up? Non? OK. Je ne vois pas d'autres questions pour nous aujourd'hui. Si, David. Merci, Eric. C'est une question concurrence. Donc, j'imagine Ariane. Je voulais savoir si par hasard la Commission a reçu les plans pour la NewCo de Alitalia, vu qu'on voit dans la presse des annonces de compagnies aériennes qui licencient, qui ferment des aéroports, enfin qui arrêtent d'opérer dans certains aéroports, etc. Et par contre, Alitalia continue à se porter, à pouvoir opérer sans grosse difficulté, disons, grâce aux aides du gouvernement italien. Et donc voilà, je voulais savoir s'il y a des nouveautés sur le dossier. Merci. Ariana. Bonjour Eric et bonjour David. J'ai pas de nouvelles sur le dossier à partager avec vous. Quand je t'ai dit la semaine passée, ça que je peux dire, c'est qu'on est en contact avec les autorités italiennes et pour l'instant, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup, Ariana. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui sur les questions de concurrence ou sur d'autres sujets? Je n'en vois pas et donc je vous invite à rester connectés pour suivre la conférence de presse avec le commissaire Hahn qui débutera dans un petit quart d'heure. Merci beaucoup.